Bienvenue dans Côté Comics, l'émission qui rime avec sagesse, philosophie, bien-être, humour, et puis comics un peu, quand même. Au sommaire du jour, Julien et sa nouvelle rubrique, attention les yeux, il va donc répondre aux questions qui nous sont parvenues, ou pas, on sait pas trop, on va voir. Ensuite, reportage pour la sortie du film Captain America, et enfin moi je conclurai avec à tout sûr les films qui vous attendent en 2014. Mais tout de suite, retrouvons Julien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique où je vais tenter de répondre à vos questions. Vous avez été nombreux à nous en envoyer, donc merci beaucoup. Continuez, on vous remettra l'adresse juste après. À ce jour, DC Comics reconnaît-il l'homosexualité de certains personnages et lesquels? Alors, sujet intéressant, qui mérite qu'on en parle, mais permettez-moi d'élargir un peu la question et de proposer du coup un topo général sur l'homosexualité dans les comics, et notamment les comics mainstream de super-héros. L'homosexualité dans les comics, à l'image de notre société, a longtemps été un grand tabou, et il aura fallu du temps pour changer les choses et les mentalités. On en trouve très tôt des traces, plus ou moins ambiguës ou dissimulées, dans des publications indépendantes et très underground, avec des personnages se déguisant selon les codes du sexe opposé, ou d'autres à la sexualité volontairement ambiguë, voire carrément asexuée. C'est au début des années 50 que ce tabou commence à toucher les grands super-héros et que la censure va très vite réagir. C'est bien sûr la controverse très connue autour du duo Batman et Robin qui lance ces hostilités. L'intimité entre les deux personnages, comme par exemple le fait qu'ils dorment dans le même lit, entre autres, va pousser le psychologue Frederick Wertham à déclarer que les histoires de Batman sont psychologiquement homosexuelles, avec une ambiance subtile d'homo-érotisme. Il déclara aussi que la force et l'indépendance de Wonder Woman, plus évidemment le fait de vivre sur une île peuplée exclusivement de femmes, faisait d'elle une lesbienne. On va ainsi considérer que les comics influencent de manière négative le jeune lectorat, ce qui va déboucher sur la création du Comics Code Authority, le célèbre code qui régissait la publication des comics, et qui va à l'époque exclure toute mention, même subtile, d'homosexualité. Il faudra attendre les années 80 pour voir le phénomène repointer le bout de son nez, avec notamment le tout premier personnage ouvertement gay, Extrano, apparu dans la série de DC Comics Millennium en 1987. Alan Moore introduira quelques personnages gays dans Watchmen et V pour Vendetta. Maggie Sawyer deviendra la première mère homosexuelle en 1988, alors que John Byrne aura écrit pour la première fois le mot gay dans la série Fantastic Four en 1983. C'est au début des années 90 que le code des comics est modifié et va permettre d'aborder ce sujet sensible de manière un peu différente, et notamment à travers des histoires critiquant la violence à l'égard des personnes homosexuelles. Un des meilleurs exemples reste une histoire de la série Green Lantern, dans laquelle l'assistant de Kyle Rayner, Terry Berg, ouvertement gay, se fera violemment tabasser et se retrouvera dans le coma. John Constantine fera aussi face à un groupe homophobe dans les pages de Hellblazer et Swamp Thing. On verra de plus en plus de personnages gays apparaître, comme dans la série Sandman de Neil Gaiman, avec notamment l'arc Le Jeu de Soi. Et bien sûr, le célèbre couple formé par Midnighter et Apollo dans The Authority, ressemblant beaucoup aux personnages de Batman et Superman, qui finiront même par se marier et adopter une petite fille. Du côté de Marvel, l'éditeur en chef Jim Shooter impose une politique de zéro personnage gay durant les années 80. C'est donc en 1992 qu'un premier personnage fait son coming out, le mutant North Star, sous la plume de Rob Liefeld dans la série Alpha Flight. Jean-Paul Bobier, de son vrai nom, épousera même son petit ami Kyle Jinadu en 2012, dans le premier mariage gay de l'histoire de Marvel. Les années 2000 à aujourd'hui vont voir fleurir de nombreux personnages gays chez DC et Marvel. Quelques exemples avec René Montoya, qui fait partie de la police de Gotham City et deviendra la nouvelle question, le jeune couple Wiccan et Hulkling dans la série Young Avengers, Carolina Dean et Xavin des Runaways, Rictor et Shatterstar d'X Factor, ou encore Mystique et Destiny. Marvel semble être un peu plus enclin à afficher des personnages gays dans leurs comics ces dernières années. On a encore les exemples récents de Bling chez les X-Men, le duo des versions alternatives de Wolverine et Hercule dans Extreme X-Men, ou encore Annabelle Riggs dans The Fearless Defenders. Mais tout cela reste à l'étape du baiser et on ne voit jamais beaucoup plus. Mais bien sûr, le meilleur exemple et la porte-étendard de la cause aujourd'hui reste Kate Kane alias Batwoman. Elle est le premier personnage gay à avoir sa propre série. On notera enfin que le dernier personnage gay en date chez DC est la nouvelle version du tout premier Green Lantern, Alan Scott, dans la série Earth 2. Voilà pour ce topo sur l'homosexualité dans les comics. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et du coup, n'hésitez pas à poser d'autres questions intéressantes pour qu'on y réponde. On enchaîne tout de suite avec le reportage pour l'avant-première de Captain America, le soldat de l'hiver, à Paris et à Metz. C'était chouette. En images. J'ai intégré le Shield pour défendre les populations. Captain, pour construire un monde meilleur, il faut parfois détruire l'ancien.
et on se fait des ennemis. Our first installment, you have to establish who the character is, and as a result, it can be slow setting up a plot. So this movie, you get to dive right in. Êtes-vous prêts? Il n'y a qu'un pas à faire. Des gens vont mourir. Je dois intervenir. This is based on the work by Ed Brubaker, and that work had an espionage, sort of paranoid thriller tone to it. You know, it pushed this movie in a certain direction, which was, again, very, as you said, very different than the last film. Au Shield, nous ne croyons pas à un monde idéal. Nous le prenons comme il est. Ça, ce n'est pas la liberté, c'est la terreur. The best part about being Nick Fury, I guess, you know, doing stuff like this and, like I said, being able to hang out with all the friends and being in a fantastic world with all those fantastic people. La liberté se paie très cher. Et c'est un prix que je suis prêt à payer. Vous m'avez dit de ne faire confiance à personne. Et voilà le résultat. Tout est permis. Marvel gives you a lot of room as a director to bring your own voice to the movie because they know that's how they're going to keep surprising audiences movie to movie. So we felt very well supported by Marvel. Our ideas, we feel like the movies are a very personal expression for us. So I think we were able to make it our own and we feel that way. So, yeah. J'ai adoré, pour moi pour l'instant c'est le meilleur film de la phase 2. Super bon film. Super film, il a bien suivi l'histoire par rapport aux comics. Pas aussi bien que le premier je trouve, mais c'est quand même une très très bonne suite. J'ai passé un super moment, plein d'action, plein de belles choses et puis un scénario béton je trouve. Pas du tout une déception, je suis très contente. Bien meilleur que le premier. Beaucoup plus dark que le premier Captain America Avengers. C'est vraiment sympa. Le deuxième il déchire. Allez voir le film, il est génial, il est top. Captain America, on t'aime. On dirait que c'est vous qui commandez maintenant, Captain. Absolument. Comment on différencie les gentils des méchants? S'ils te tirent dessus, ce sont des méchants. Le tout sûr du jour va nous permettre de faire le point sur les films de super-héros qui vous attendent en 2014. Alors sortez les calendriers et les stylos, comme ça, vous serez sûr de ne pas en rater un seul. Le premier de la liste est Captain America The Winter Soldier, dont la sortie est prévue le 26 mars 2014. 2 ans après les événements cataclysmiques de New York dans Avengers, Steve Rogers vit tranquillement à Washington et essaie de s'adapter au monde moderne. Mais quand un collègue du Shield est tué, Steve se retrouve impliqué dans un réseau d'intrigues qui met le monde en danger. Captain America doit alors s'allier à la Veuve Noire et à un nouveau personnage, le Faucon, pour affronter un nouvel et terrible ennemi, le Soldat de l'Hiver. Le casting est le même que dans le premier film, avec en plus Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson, alias le Faucon. Pour aller encore plus loin par rapport au film, nous vous conseillons de lire Captain America, la légende vivante, et Captain America, l'hiver meurtrier. Le suivant dans les sorties est The Amazing Spider-Man 2, prévu un mois plus tard, soit le 30 avril 2014. Peter Parker a une vie très occupée, partagée entre son combat contre les vilains et la personne qu'il aime, Gwen Stacy. Il attend donc son diplôme de fin de lycée avec impatience. Peter n'a pas oublié la promesse qu'il a faite au père de Gwen, la protéger en restant hors de son existence. Un boulet jusqu'au bout, quoi. Mais les choses vont changer pour Peter quand un nouveau vilain fait son apparition, Electro, quand un vieil ami fait son retour, Harry Osborn, et quand Peter découvre de nouveaux indices sur son passé. Mais ce n'est pas tout, encore 2 autres ennemis vont apparaître, le Rhino et le Bouffon Vert. Il va découvrir que ces individus ont tous le même point commun, Oscorp. La plupart des acteurs reprendront leurs rôles respectifs, notons en plus Jamie Foxx pour Electro et Paul Giamatti pour Rhino. Pour les conseils de lecture, c'est plutôt chaud en fait. Alors en gros, lisez le plus de comics Spider-Man possible ou n'importe quelle série animée Spider-Man et c'est à peu près tout ce qu'on peut vous conseiller, quoi. Le troisième film sera un X-Men avec X-Men Days of Future Past prévu le 21 mai 2014. Cette fois, les X-Men envoient un de leurs hommes, Wolverine, dans le passé afin de rectifier un événement qui pourrait décider de l'avenir de la coopération humano-mutante et de la survie de ces 2 espèces. Ce film mettra donc les X-Men de la première trilogie, mais également du film X-Men First Class. Les 3/4 des acteurs des anciens films X-Men ont été confirmés, à exception de certains comme Cyclope qui peut pas trop revenir.
Pour ce qui est des nouveaux acteurs, celui qui nous intéresse plus particulièrement est sans doute Omar Sy qui jouera le rôle de Bishop. Il est conseillé de voir tous les films X-Men, comme ça vous êtes tranquille. Et niveau lecture, lisez tout simplement le comics du même nom, Days of Future Past, sorti en 1981 par John Byrne et Clis Claremont, qui ont été pour beaucoup dans la notoriété actuelle des X-Men. Le dernier film en date est Guardians of the Galaxy, qui sortira quant à lui le 13 août 2014. Star-Lord est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les agissements menacent l'univers tout entier. Lorsqu'il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec 4 autres aliens, Rocket, un raton laveur fin tireur, Groot, un humanoïde qui fait un peu arbre comme ça en fait, Gamora et Drax alias le Destructeur qui ne rêve que de vengeance. En les ralliant à sa cause, il les convainc de livrer un ultime combat aussi désespéré soit-il pour sauver ce qui peut encore l'être. Pour les conseils de lecture, vous avez déjà de jolies choses à voir dans les kiosques, Panini. Mais sinon, sachez aussi qu'aux alentours de la sortie du film, il y aura, bien évidemment, les Gardiens de la Galaxie dans vos comic shop et cette fois en relié. C'est la fin du tout sûr et de l'émission. J'espère que vous avez appris plein de choses à nos côtés, comics. On vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour des aventures encore plus comics sur Facebook ou dans une toute grande salle de cinéma. Bonne soirée et des bisous!